dernière session du club où M. Dupré a présenté l'histoire de la rachianesthésie en septembre de l'année dernière, où il a expliqué que donc les tenants du début de l'histoire de la rachie avaient finalement s'étaient fait pratiquer mutuellement chacun leur anesthésie rachidienne pour voir ce que ça donnait en quelque sorte. Hildebrandt et Beer s'étaient donc fait faire chacun leur rachianesthésie par leurs collègues, et bon, c'est pas soi-même évidemment, il faut aller dans son dos, mais c'est quand même, je suis le Kobe dans cette histoire-là. Plus près de nous, en 1960, eh bien, les problèmes de céphalée post-péridurale ont été auto-expérimentés par Gormley. Tout ça, ça a été déjà dit, c'est juste pour dire que le sujet m'avait un petit peu interpellé, et je me suis un peu penché sur le thème en commençant par regarder un peu aujourd'hui ce qu'on voit dans les médias d'aujourd'hui. Pour une fois, l'histoire, je vais la prendre un peu à reculons, à partir de nos jours, et sur Internet, on trouve des petites choses, mais finalement pas grand-chose sur ce sujet-là. Il y a beaucoup de redites, beaucoup d'informations non vérifiées, et ce qui est le plus connu d'aujourd'hui dans les sites People, c'est les histoires du Dr House qui s'est lui-même opéré des jambes, mais ça, c'est pas un gros problème. Et en fait, on retrouve dans le plus sérieux quelques articles sur les 4-5 dernières années qui sont des sites de médiatisation, mais qui, à la base, proviennent de publications médicales référencées. On sait que l'histoire de l'anesthésie locorégionale est plutôt ancienne et que des choses sont faisables avec une anesthésie qui est en fait parfois une locale très étendue, parfois une vraie anesthésie régionale par l'opérateur, mais sans que le patient soit bien entendu sous anesthésie générale forcément. Vous avez là un extrait du Pochet de 1914 dont on a déjà parlé ici au club, avec une appendicectomie sous anesthésie locale étendue, plan par plan de la fosse iliaque droite. La patiente a l'air de parfaitement supporter cette intervention, et c'est à partir de ce principe-là qu'est développé les situations d'auto-intervention. On trouve deux publications essentielles sur le net, qui est d'abord celle du Dr Kane, qui était un chirurgien de Pennsylvanie. Je vous prie de m'excuser, il y a des petites choses de couleur et de surlignage que je n'ai pas réussi à supprimer en raison d'un bug de logiciel. Le Dr Kane, et donc il voulait démontrer que ce n'était pas forcément utile d'être toujours endormi pour se faire opérer, et il a cherché donc quelqu'un pour pouvoir s'opérer lui-même de son appendicectomie, et il n'a pas rencontré de confrères qui voulaient entrer dans ce jeu, et donc c'est lui-même qui s'est fait son auto-injection d'anesthésique locale dans sa paroi abdominale, plan par plan. Voilà l'extrait du Huffington Post, qu'on ne connaissait pas il y a quelques années, et que, à la faveur de déboires d'un président, tout le monde connaît maintenant le Huffington Post, puisque ex-première dame de France est beaucoup associée à cette presse qui est riche de beaucoup de choses documentées. L'article du Huffington, il est là, bon, il détaille un petit peu les choses, et il précise que voilà, ça a été en 1921, le Dr Kane, et c'était de la locale plan par plan de l'abdomen. Ce qui était difficile pour M. Kane, c'était de se faire lui-même son extraction viscérale, en quelque sorte. M. Kane, la publication, elle a été aussi rapportée par Le Monde dans sa rubrique Science, en 2013, c'était il y a 2 ans. On part quand même de quelque chose qui est de 1921, avec un tout petit peu plus de détails ici, et il est bien précisé que il s'était déjà amputé du doigt, voilà. Il a injecté dans sa paroi abdominale un mélange de cocaïne adrénalinée, et donc il s'est bien installé, des oreillers calés dans le dos, et le problème c'est d'arriver à voir ce qu'on fait. Bon, bien entendu, en sous-ombilical c'est envisageable, un peu plus haut difficilement, sur les membres quasiment pas. Bon, M. Kane, il a réussi comme ça à s'opérer de sa hernie, de son appendicite, et ça lui convenait à peu près, et donc quelques années plus tard, il présentait une hernie, il a décidé lui-même de s'opérer de sa hernie inguinale. Donc ici, c'est vraiment un récidiviste, Dr Evan O'Neill Kane, il s'est auto-opéré d'une
appendicectomie dans un premier temps, d'une hernie inguinale dans un second temps, à 11 années d'écart. Pour la deuxième intervention, elle est simplement mentionnée, on n'a pas de précision sur l'anesthésie malheureusement. Voilà quand même une photo qui nous représente ici le docteur Kane dans son auto-intervention. C'est quand même, bon, je pas de flèche, je trouve pas la flèche. Hein. Ici, ben, on a le visage du patient avec, je cherche une flèche ici, mais je ne retrouve pas, je suis désolé. Enfin, vous voyez comme moi, je pense, le docteur Kane à l'œuvre, 16 février 1921. C'est une photo qui est assez difficile à trouver, il faut beaucoup chercher sur Internet pour tomber sur cette illustration, qui a été prise donc en cours d'intervention, bien entendu. Sur les sites de vulgarisation et surtout sur les sites de buzz, comme on dit aujourd'hui, c'est les choses qui font un peu parler et qui sont un peu extraordinaires et qui font discuter. On retrouve essentiellement l'auto-intervention du Dr Kane précitée, elle est assez peu rapportée. Celle qui est la plus fréquemment rapportée, c'est celle de Rogozov sur un site internet ici qui s'appelle GuruMed ou GuruMed, qui fait un petit peu de la médecine parallèle, alternative et tout ce qui est un petit peu sensationnel, quoi, hein. Donc on retrouve ici l'extrême automédication, c'est vraiment pas le terme qui convient, mais voilà, c'est le chirurgien qui a dû s'extraire sa propre appendicite. Monsieur Rogozov, Léonide, c'était donc un chirurgien russe qui était sur une base d'Antarctique, et en 1961, il est atteint d'appendicectomie. C'était pas possible de se faire opérer, il était complètement isolé, et il s'est lui-même opéré de son appendicite. Donc voilà, il dit lui-même, ça c'est pendant l'intervention, hein, je suis de plus en plus faible, ma tête tourne, toutes les 4-5 minutes, j'opère et puis je me repose pendant 20 à 25 secondes. C'est un extrait ici de site de popularisation, et la publication Princeps, elle est quand même beaucoup plus documentée que ça. Elle est extraite du British Medical Journal. C'est un véritable case report, auto-appendicectomie in the Antarctic, avec le do it. Donc on peut retrouver sur Internet, dans les sites de presse médicale, la totalité, l'intégralité de cette observation. Pourquoi est-ce qu'elle est diffusée, cette observation? Ben parce que c'est son fils, M. Vladislas Rogozov, qui est consultant anesthésiste aujourd'hui, qui a publié l'histoire de son père, qu'on voit en photo ici, dans le BMJ. Et je n'ai pas accès au BMJ, mais j'ai écrit donc en mail à M. Rogozov, qui m'a envoyé l'abstract, enfin l'article intégral, avec beaucoup de gentillesse. Et donc, dans cet article de Rogozov, fils, qui décrit l'auto-intervention de son père, on a une précision sur la méthode d'anesthésie locale utilisée, qui est donc une anesthésie locale élargie, qui s'appelle dans l'article anesthésie loco-régionale, mais ce n'est pas tout à fait le cas. En fait, il s'agit d'infiltration des plans abdominaux avec de la procaïne à 0,5%. Attente 15 minutes après infiltration, et sur 1h45, eh bien, il a pratiqué, comme c'était précédemment décrit, l'intervention tout doucement, en se reposant périodiquement, en étant pareil, en position demi-assise, calé dans le dos, et en regardant bien ce qu'il faisait, avec, c'était le cas du Dr Kane également, l'aide d'un miroir pour avoir quand même un petit peu plus de vision en profondeur. Il avait quand même au préalable préparé des seringues et du matériel de ventilation au cas où ça irait pas bien, parce qu'il n'est pas tout seul, il y a quand même des collaborateurs scientifiques qui travaillaient avec lui sur cette base. Et son fils est donc l'auteur de l'article, comme c'est précisé ici. Et cet article, il comporte 2 photos noir et blanc qui ont été faites par quelqu'un qui travaille dans son équipe, qui s'appelle M. Yuri Vereshchagin. On est ici sur des collègues russes. Voilà le docteur Rogozov dans une partie de son intervention, c'est lui qui s'opère, et là il est en photo. Avec une autre ici, la table d'instruments. Bon, c'est quand même pas terriblement joli, mais on voit quand même que c'est lui qui fait. Il a quand même besoin d'une aide, et ça c'est quand même la moindre des choses. Il est précisé dans la publication originale qu'il a opéré sans gants, de façon à pouvoir avoir un tact très fin de ce qu'il faisait, et de ne pas glisser dans ses gestes. Kane, Rogozov, c'est des choses assez récentes.
Et en remontant un petit peu plus loin, eh bien, on se rend compte que ils n'étaient pas les innovateurs de la méthode et que le véritable innovateur de la méthode, ou au moins la publication princeps sur ce thème, et il y en a très très peu, c'est quasiment la seule, c'est une publication donc ici d'un médecin, d'un chirurgien roumain qui est M. Vzaiccu, Alexandre, qui a publié dans la presse médicale, comme vous le voyez ici, du mois de septembre 1909, son auto-observation de hernie sous rachis-strychnostovainisation. Alors il y a beaucoup de détails, c'est sur quasiment 4 pages, avec des images et plein d'argumentations qui alimentent un peu la controverse, parce que lui-même, dans sa propre équipe, n'était pas franchement soutenu dans cette expédition, si on peut le dire. On est quand même très tôt, hein, on remonte au début des années 1900. Il était atteint de hernie inguinale. Il y a beaucoup de développement sur la motivation. Pourquoi j'ai décidé d'opter pour une rachianesthésie? Eh bien, voilà, il avait lui-même dans son équipe un manque de pratique des anesthésies locales et il avait très peur d'être endormi, pas d'éther, pas de chloroforme. La stovaïne, ça lui convenait pas trop. Je vous rappelle qu'on a eu ici un exposé très complet par un descendant de la famille Fourneau sur la stovaïne. C'était donc les premières années de la stovaïne et ont été publiés quelques cas mortels déjà. Un protocole avait été en vogue à l'époque, qui était l'emploi de stovaïne mélangée à la strychnine selon les préconisations de Ionesco pour diminuer essentiellement la toxicité. On n'utilisait plus dans son équipe de Roumanie la cocaïne en rachianesthésie à cette époque 1904. Pourquoi est-ce qu'il voulait s'opérer lui-même? Ben voilà, c'était pour dire et montrer à tout le monde que on pouvait faire des interventions en position assise. Avec la cocaïne, il fallait absolument rester allongé à cause des problèmes de niveau et de toxicité. Et puis, c'était pour dire on peut très bien s'opérer tout en restant parfaitement conscient et en fonctionnant très bien dans sa tête. Il n'y a pas besoin d'être endormi. Et puis, ça va être l'occasion pour moi, le chirurgien, de ressentir, d'avoir une vraie idée de ce qui se passe dans soi lorsqu'on se fait opérer. Donc je voulais un peu, dit-il, connaître les sensations relatives à chaque étape, et ceci contre l'avis général de son équipe hospitalière. On est quand même ici dans un établissement hospitalier, rien à voir avec les bases soviétiques des observations plus récentes précédentes. Il s'était entraîné déjà avant avec un miroir à se faire des injections dans la paroi. Alors il y a ensuite toute une précision très importante, intéressante d'ailleurs, sur les techniques utilisées avec la préparation de la solution pour la rachianesthésie à partir de la stovaïne. Et il faut peser le produit. Les mélanges n'étaient pas prêts de façon extemporanée comme on les a aujourd'hui. Donc il mélange la stovaïne, la strychnine, tout ça dans l'eau distillée. Ça se fait par peser sur une petite balance sensible et il obtient une solution de stovaïne à 0,5%, dont il conserve une petite partie pour éventuellement pouvoir faire une anesthésie locale de complément. On est sous rachianesthésie ici, contrairement aux observations récentes de 1960, où c'était de la locale pariétale étendue. Il s'en garde un petit peu au cas où il faudrait faire une petite locale de complément, comme ça nous arrive dans nos blocs opératoires de temps en temps. Il a aussi fait préparer un appareillage pour pouvoir faire des injections sous-cutanées ou intraveineuses, c'est marqué les deux, donc on ne sait pas trop, de sérum, au cas où ça n'irait pas trop bien, et on prépare de l'éther, de l'huile camphrée, de la caféine pour les petits incidents qu'on connaissait à cette époque-là, début 1900, avec l'arachis, c'était ce qui était préconisé, et d'une solution de strychnine sous-cutanée au cas où il y aurait un petit problème avec le bulbe respiratoire au cours de cette anesthésie rachidienne. Voilà, la stovaïne, c'était vraiment le produit de l'époque qui prenait une grande diffusion, autant en anesthésie locale qu'en anesthésie rachidienne. En gros, on avait un petit peu deux grandes écoles qui étaient l'école roumaine, selon les préconisations de Ionesco, qui préconisait plutôt l'usage en rachianesthésie, et tout plein d'utilisation par différents chirurgiens dans des anesthésies locales et loco-régionales. On trouve
pas mal de petites références sur l'Alstobaïne dans le début de ces années 1900. L'arrachianesthésie, eh ben, il ne peut pas se la faire lui-même, bien entendu, M. Vzaïkou, et il fait faire par son patron, le professeur Juvara, qui était très réticent d'ailleurs, s'arrachi, en demandant, selon les techniques roumaines de l'époque, à bénéficier d'une rachianesthésie haute, comme on disait, rachianesthésie générale, hein, grâce à une ponction lombaire prévue qu'il estime utile en D11, D12. Bon, c'est quand même pas mal. Finalement, à la sensation et aux localisations de la piqûre, il pense avoir été piqué plus en lombaire qu'on ne lui a dit. Voilà. Il dit que le passage de la peau, ben, il a eu un petit peu de mal à la peau et puis il a senti qu'on perforait quelque chose à l'intérieur. Il y a une petite résistance qu'il a lui-même ressentie. Et selon les techniques de l'époque, il demande à ce qu'on lui enlève 15 à 20 millilitres de son liquide céphalorachidien avant d'injecter pour prévenir l'hypertension du LCR. En fait, bon voilà, M. Juvara n'a fait que la soustraction que de 25 gouttes, c'est-à-dire 2 cc, c'est quand même plutôt heureux parce que 20 cc un petit peu problématique dans les suites, et est injecté son mélange de stovaïne, strychnine complété à l'eau distillée, voilà pour la baricité, retrait de l'aiguille et ensuite position assise avec les membres déclics. Voilà une histoire, une image qui est extraite de cet article qui montre la position rachidienne, la ponction rachidienne, avec des assistants qui regardent. Comment ça se passe? Ben, il décrit très bien le déroulement de l'arrachis, c'est intéressant hein, comme auto-description. Engourdissement des membres inférieurs, puis le périnée, l'hypograste, et les régions inguinales sont encore pas endormies à 6 minutes. Hein. Alors, bon, on fait une déclivité maximale pour essayer d'améliorer les choses. À 9 minutes, ben, comme on s'est mis en position déclive, il y a un petit peu de congestion faciale et il a un petit peu de mal à respirer avec sa ponction plutôt lombaire haute. Au bout de 12 minutes, vertige, bloc complet des membres inférieurs et du périnée, tout est bloqué à partir de là, mais les plis inguinaux restent sensibles au lavage par l'alcool éther, friction. On attend 18 minutes où il essaye d'inciser donc sur son site opératoire et le professeur patron dit: Monsieur Juvara, ben écoute, je pense qu'il vaut mieux s'arrêter là et on va recommencer demain avec une anesthésie générale au chloroforme, ça ira mieux pour tout le monde. Non, pas question. Le chirurgien auto-expérimentateur demande à ce qu'on lui fasse une rachie de complément que personne ne veut lui faire et bon, en désespoir de cause, il finit par s'auto-injecter de la stofaïne en local complémentaire, 2 centigrammes en 4 points. Et finalement, l'intervention va se passer tout doucement. Voilà un cliché opératoire. Il y a ensuite beaucoup de détails sur une grande page et demie du journal médical grand format sur tous les déroulements, la libération des fascias et j'en passe, qui sont que de la technique chirurgicale pure. Et il dit lui-même, à gauche, c'est-à-dire à l'extrémité ici de la photo, on voit mon collègue Nubert tenant le flacon de Stovaïne 0,5%, qui est donc l'anesthésique locale qui s'injecte en complément plan par plan parce que l'arrachis est quand même pas d'une extrêmement bonne qualité. Bon, des détails sur l'incision, la technique de Bassini, suture intradermique au fil de lin. C'est un peu rigolo ça, au fil de lin. Donc finalement c'est 1h20 d'intervention pour cette auto-intervention avec la nécessité quand même d'une aide. Il ne pouvait pas faire tout seul, ablation des drains à 48 heures, ablation des fils au 7e jour. Voilà ici une petite aide pour qu'il ne puisse pas réaliser qu'à 2 mains. Il en faut quand même une 3e, voire même une 4e main ici. C'est quand même assez impressionnant cette objectivation de cette auto-intervention chirurgicale. Ça nous intéresse. Comment ça se passe sur le plan de l'anesthésie? Là, il voulait à tout prix une rachianesthésie, ce monsieur. Insomnie, excitation pendant 3 nuits, la mal à l'estomac pendant 48 heures. Et des douleurs de paroi costale, ben, de temps en temps on a ça d'ailleurs, encore basithoracique, ça peut nous arriver, des algies dans les fesses, et puis voilà, mal au crâne quand même, il n'y a pas de précision sur le calibre de l'aiguille qui a été utilisé, fronto-temporal permanent du 5e au 7e jour tout le temps, et puis à partir du 8e jour ça va mieux, mais quand il se lève, il a encore toujours mal à la tête, jusqu'à 15. Qu'est-ce qu'il en déduit?
Et bien, ils ont déduit, docteur chirurgien roumain, que ben voilà, la ponction rachinienne, ça fait plus mal que la simple injection sous-cutanée, que l'anesthésie rachidienne, c'est agréable, les fonctions restent intactes au niveau du cerveau, bien sûr, que la technique d'injection et la position régissent le résultat de la rachianesthésie, mais ça on savait déjà, ça s'installe de façon segmentaire, et les membres inférieurs restent libres, les membres supérieurs aussi d'ailleurs, ce qui permet de s'auto-opérer et de se laver les mains, ce qui est loin d'être négligeable, et accessoirement en fin d'intervention de ranger la table d'instruments qu'on a vu tout à l'heure. Il en déduit une innocuité absolue, dit-il, hein, de la rachistrychnostomaïnisation, ce qui est un petit peu discutable quand même ici, là, avec ce qui s'est passé. Le repos au moins 4 jours vise à minimiser les risques liés à l'irritation toxique ménagée, parce qu'il y a quand même des problèmes de ce côté-là, et ovations de tension. Bon, la méthode mérite quelques perfectionnements, c'est sa conclusion, mais elle est quand même assez efficace, et elle permet à quelqu'un de s'opérer seul quand il ne peut pas faire autrement. Ça, c'est vraiment l'observation de base sur la technique. Et il y a une réponse à ça. Et la réponse, elle est extrêmement intéressante. Alors, excusez-moi, il faut que je vienne à la précédente. Et ça, je ne sais pas laquelle ça va être. La réponse, elle vient de M. Reclus, en 1912, qui est quand même un nom de l'anesthésie loco-régionale. Et il rédige dans cette même presse médicale un article extrêmement critique sur l'anesthésie localisée et les chirurgiens qui s'opèrent eux-mêmes, en référence eh bien, à la publication de son collègue roumain quelques années avant, et en commençant par préciser que ben, c'est comme pas vraiment une nouveauté, ça s'est fait, et ça s'est fait même en France. Il apporte en témoignage 4 observations, mais qui sont peu détaillées, pas illustrées, manque de précision et parfois un peu discutable, de son équipe, ou d'anciens membres de son équipe. Ici, sans nom, là, il connaît quelqu'un, un ancien collègue, il ne donne pas le nom, il était à Brousset en 90, il avait un phlegmon, voilà, M. Verneuil voulait l'amputer, finalement, il s'est fait, ce chirurgien, on ne sait pas qui c'est, une auto-intervention sur la main gauche, avec injection de chlorhydrate de cocaïne sur plusieurs plans, et exérèse et curage de son phlegmon, qui était donc une maladie par piqûre d'os. Une deuxième, encore moins de précision, un chirurgien de sa connaissance, directeur d'une maison de santé, bon, il n'a peut-être pas voulu le nommer précisément, en 1995, voilà, il s'est incisé les orteils incarnés bilatéraux, donc des 2 pieds, grâce à infiltration de cocaïne. Ne dit pas plus. Là, on est mieux quand même. Un des stagiaires de l'Hôtel Dieu, qu'il a donc côtoyé dans son propre service, M. Reclus, en 1912, le docteur Mehmet Saïb, eh bien, il s'est opéré lui-même d'une résection endoscrotale de varicocèle géante. Ah, il connaissait très bien les anesthésies locales étendues, plan par plan, parce qu'il avait été opéré un peu avant par M. Kendirji de hernie double sous anesthésie locale. Et M. Kendirji, c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas forcément, mais qui existe dans les références bibliographiques des travaux sous la Stobine, des débuts des années 1900, 1905, 1910. Donc ça a dû lui plaire, et donc il s'est opéré, M. Saïb, plan par plan, par injection endoscrotale, ce qui est quand même quelque chose de réalisable, puisque dans l'ouvrage de référence de Reclus, de 1903, on a l'analgésie par la résection de scrotum. Il y avait quand même beaucoup de choses dans ces livres-là, par infiltration plan par plan. Bon, on n'a pas forcément envie d'y aller avec ces injections-là, mais bon, c'est écrit, c'est protocolé, comme on dit aujourd'hui, et largement réalisable. C'était quelqu'un de sa propre équipe, il a fait comme le patron disait, donc ça a été réalisé. Et il rapporte en 4e observation, M. Reclus, il nous apprend que le professeur Regnault, qui était donc ex-patron de l'école navale de Toulon, qui est quand même un chirurgien de niveau, hein, s'est opéré lui-même d'une hernie inguinale gauche par injection locale, selon Reclus, qu'il avait appris de son maître Fontan, M. Regnault, donc de cocaïne adrénalinée, finalement 40 millilitres, plan par plan au niveau inguinal, donc la paroi, le collet, le sac, le cordon. Ça dure 1h15, il a utilisé 4 cg de cocaïne, et
Au préalable, il s'était quand même injecté un demi-centigramme de morphine sous-cunalée dans la cuisse en petit complément d'analgésie. Monsieur Reclus dit, voilà, ça a existé, le docteur Roumain, c'est pas le tout premier, mais quand même, il faut lui laisser que c'était sous anesthésie rachidienne. C'est la seule observation de Rachid pour une auto-intervention. Il est très critique, M. Reclus, face à cette technique-là, et ils disent que ces auto-interventions sous auto-injection par l'opérateur permettent de s'affranchir du chloroforme, qui était quand même redouté à l'époque, mais que la méthode française d'anesthésie locale étendue ou régionale est largement préférable à la technique roumaine, qui est donc la technique préconisée par Ionesco, et laquelle a d'ailleurs été particulièrement défaillante, imposant aux confrères roumains de l'époque un humiliant recours à une anesthésie locale de complément. C'est écrit comme ça dans l'éditorial du M. Reclus. Pour la rachianesthésie, l'aide d'un confrère est indispensable et d'abord, en plus, il faut pouvoir lui faire confiance, et ce confrère qui s'est piqué les rachis, il n'est pas toujours présent pour les interventions dans la brousse, dit-il. Deuxième commentaire de M. Reclus sur cette technique, c'est que l'anesthésie localisée est donc, plutôt que cette rachie un peu agressive, largement préférable. Mais nos bras sont trop courts, notre colonne est trop peu flexible, notre champ visuel est trop peu limité pour permettre à nos mains d'atteindre toutes les régions de notre corps. Donc, l'auto-intervention par l'opérateur lui-même, qu'il qualifie d'autotomie bénévole, restera quand même une technique d'exception, mais il n'y a pas à craindre que l'exemple ne devienne contagieux. C'est la conclusion du professeur Reclus sur cette technique, et je vous remercie.